Midday in Douala, economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our midday edition of the bilingual newscast, coming live from Equinox Center News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, bon après-midi. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les incursions des groupes armés, la multiplication des cas d'accidents de la circulation et la recrudescence de la contrefaçon, voilà les mots qui minent la région de l'Ouest Cameroun. Ce tableau sombre a été présenté au cours de la réunion de coordination administrative et de sécurité. Les travaux étaient présidés par le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Raphaël Seko et Vivien Tonfak. Cette région a été confrontée à plusieurs autres maux. Les accidents de circulation les plus mutuels qu'on avait pu vécu depuis longtemps dans notre région ont été enregistrés à la falaise de Tchon en 2 fois et en 2008. On causait la mort à plus de 95 personnes et endeuillé plusieurs familles de notre région. Le phénomène de profanation des tombes a nettement reculé dans le monde, notamment ceux de la culture et du trafic de chanvre indien, des produits pétroliers frelatés, des faux médicaments continuent à prendre de l'ampleur, surtout ici dans les Bamboutos. Cependant, tout n'a pas été que triste. Les chantiers engagés dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ont permis à l'Ouest de se doter de nouvelles infrastructures, lui donnant un visage moins hideux. Nous nous réjouissons qu'il y a beaucoup de routes qui ont été construites dans notre région. La CAN a apporté beaucoup de projets de développement qui ont été réalisés à ce jour à 95%. Il y a des élites qui ont fait un partenariat avec l'État pour que ce développement soit possible, avec des grands projets d'hôtels pour accueillir la CAN. Au cours de la réunion de coordination administrative et de maintien de l'ordre pour le compte du premier semestre 2021 tenu à Bouda, dans le département des Bamboutos, le gouverneur de la région de l'Ouest a appelé à un changement de comportement. Et les défis qui nous attendent restent de plus en plus nombreux et appellent à un ajustement de nos comportements, à une régulation de celui des autres acteurs de la société pour accompagner le chef de l'État dans son engagement à combattre le Covid-19 et poursuivre le chantier de l'émergence de notre pays. La bonne organisation des examens de fin d'année, qui pointe à l'horizon, est un défi majeur immédiat pour les autorités en charge de l'éducation dans la région de l'Ouest. Et au lendemain de la publication du rapport accablant de la Chambre des comptes concernant la gestion des fonds publics destinés à la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun, le gouvernement sort enfin de son silence. Le ministre de la Communication, dans un communiqué, dénonce un emballement médiatique contre les personnes accusées. René Emmanuel Sadi appelle à la présomption d'innocence à l'endroit de ses gestionnaires. D'autres précisions dans ce reportage de Guizoro. Devant l'ampleur du Covid-Gate, le gouvernement a fini par réagir par la voix de son porte-parole, le ministre de la Communication. Dans cette sortie tardive, alors qu'on a déjà assisté à un jeu de massacre entre personnalités du sérail, le gouvernement confirme finalement qu'il y a bien eu prescription d'une enquête judiciaire par le chef de l'État, diluant ainsi l'idée des règlements de compte à l'endroit de certaines personnalités. De plus, dans cet exercice de quasi-funambule, René Emmanuel Sadi indique que cette démarche s'inscrit dans un registre tout à fait normal en pareille circonstance, alors même que le tribunal criminel spécial s'est déjà directement saisi de l'affaire, ce qui, aux yeux de l'opinion, équivaut à la culpabilité des mises en cause. Peu importe donc la réserve tenue que le porte-parole du gouvernement introduit en parlant de la présomption d'innocence des ministres auditionnés. Dès lors, quel sera le sort de ces membres du gouvernement, celui-ci intimement lié au remaniement ministériel, tant annoncé et toujours attendu? Selon la méthode BIA, aucun membre du gouvernement ne peut faire l'objet d'une interpellation
comme l'atteste le précédent Bapes, l'ancien ministre des enseignements secondaires. Interpellé et écroué à la prison de Kondengui, il avait été relaxé le lendemain pour retrouver son fauteuil ministériel. Dans cette logique, l'épilogue du Covid-Gate est à scruter une fois que le remaniement sera intervenu. À l'international, à présent, les relations entre le Tchad et la RCA sont au bord de l'implosion. Le pays de Faustin-Archange Touadéra est accusé d'avoir tué plusieurs soldats tchadiens. Et au Mali, le pays subit les pressions de la communauté internationale depuis que le colonel Assimi Goïta a pris la tête de la transition. D'autres précisions avec Gladys Sidi. Alors que la Cour constitutionnelle a déclaré le colonel Assimi Goïta président de la transition au Mali, la CEDEAO a suspendu le pays de l'organisation sous-régionale. Elle réclame, entre autres, la nomination d'un premier ministre civil ainsi que la formation d'un gouvernement inclusif pour poursuivre les réformes. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO étaient réunis dimanche lors d'un sommet extraordinaire au Ghana. Ils demandent aussi à la junte militaire malienne d'organiser une élection présidentielle en février 2022, après une période de transition de 18 mois. La CEDEAO se garde de prendre des sanctions à l'encontre du Mali. Quant à la France, elle menace de retirer ses troupes du Mali en cas de dérive radicale. Emmanuel Macron, s'exprimant sur le sujet, a déclaré qu'il ne restera pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Le colonel Assimi Goïta, de son côté, dit avoir agi dans l'intérêt des Maliens. Nous avons agi pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation, car il s'agissait de faire le choix entre le chaos et la stabilité du Mali. Et nous avons choisi la stabilité du Mali. Il s'agissait de faire le choix entre le désordre et les confrontations entre les différentes forces, entre les différentes unités de forces de défense et de sécurité. Nous avons choisi la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Notre objectif, c'est qu'à la fin de cette transition, que nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir ensemble en tant que Maliens. Le nouvel homme fort du Mali ne semble pas être inquiet face aux menaces de la communauté internationale qui fusent de toutes parts. La guerre est ouverte entre le Tchad et la République centrafricaine. N'Djamena accuse ouvertement Bangui d'avoir assassiné plusieurs de ses soldats. Selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, les forces armées centrafricaines ont attaqué dimanche 30 mai le poste avancé de Sourou en territoire tchadien, non loin de la localité de Mbéré et à proximité avec la frontière centrafricaine. Ce poste était tenu par 12 éléments détachés de la force de défense et de sécurité tchadienne. Les assaillants lourdement armés ont tué un soldat tchadien, en ont blessé 5 et 5 autres ont été enlevés pour être ensuite exécutés du côté centrafricain. Le Tchad dénonce un crime de guerre d'une gravité extrême et une attaque meurtrière préméditée, planifiée et opérée dont seul le gouvernement centrafricain en connaît les raisons. Selon N'Djamena, ces faits ne resteront pas impunis. Le Tchad, pour finir, prend à témoin la communauté internationale, notamment la MINUSCA, l'Union africaine, la CEAC, de cette grave agression dont il est la cible. En guise de réponse, le ministre de la Communication et des Médias en RCA indique que le gouvernement déplore des pertes en vies humaines et blessés provoquées au sein des armées tchadiennes et centrafricaines et transmet ses condoléances et compassion aux familles éprouvées. Aussi, le gouvernement centrafricain dit être disposé pour travailler avec la partie tchadienne afin de préserver la paix et la sécurité chères aux deux gouvernements. Une mission gouvernementale est annoncée à N'Djamena dans un bref délai. L'actualité sportive à présent, à 223 jours du coup d'envoi de la CAN 2022, Equinox Télévision vous invite à revisiter les grands moments qui ont marqué l'histoire du football africain entre naissance de la CAF et la création de la CAN, et quels sont les matchs qui ont marqué les esprits. Suivons plutôt ce reportage de Jean-Paul Chouignat.
partir de ses premiers balbutiements en 1957 au Soudan, la Coupe d'Afrique des Nations de football est devenue un rendez-vous sportif majeur, faisant vibrer tous les 2 ans des milliers de fans de foot sur le continent, au gré de leur passion survoltée. Au fil du temps, la compétition a pris des galons, drainant des colossaux enjeux sportifs, marketing et commerciaux. De gros annonceurs se bousculent continuellement autour de l'événement. Du vrai foot business, à coût des milliers de milliards de francs CFA de sponsoring. Achat des droits de retransmission télé ont enrichi la Confédération africaine de football sous les 29 ans de règne du Camerounais Issa Hayatou à la tête de l'instance fêtière du football africain. Ce qui a permis d'accroître les enjeux financiers, augmentant la cagnotte des équipes participant au tournoi. Tenez par exemple les 24 qualifiés qui foulaient le sol égyptien en 2019 touchaient 300 millions de francs CFA à leur arrivée, avec un pactole tout spécial pour le vainqueur de l'épreuve. Les Fennecs d'Algérie, 2 milliards 600 millions de francs CFA, soit une embellie de 325 millions de francs CFA, de plus que les Lions indomptables en 2017, avec 2 milliards 275 millions de francs. Les enjeux financiers sont davantage énormes, stimulant de plus en plus d'enjeux sportifs pour une amélioration des performances de chaque équipe, à se battre corps et âme pour décrocher le mirobolant jackpot, mais surtout remporter le prestigieux trophée et espérer réduire la longueur d'avance des pharaons d'Égypte, déjà tenants du titre, cette fois sans concurrent. En 64 ans d'existence, elle a connu de nombreuses transformations dans sa gestion et son organisation. De 3 équipes au coup d'envoi du 10 février 1957 à Khartoum, le nombre de participants passe à 6 à l'édition de 1963 au Ghana, 8 en 1968 en Éthiopie, 12 à l'édition de Sénégal 92, 16 pays d'Afrique du Sud 96 à 2017, puis à 24 dès la 32e phase finale de 2019 en Égypte, pour un total de 1664 buts marqués, soit une moyenne de 52 par édition. Sur 54 pays africains, 18 ont abrité le tournoi et 14 sélections nationales l'ont remporté, avec 7 titres pour les pharaons d'Égypte. Les Lions indomptables du Cameroun 5, 4 pour les Black Stars du Ghana, les Super Green Eagles du Nigeria 3, Léopards du Congo Kinshasa, Éléphants de Côte d'Ivoire et Fennecs d'Algérie, 2 trophées chacun. Et enfin les Walia Antilopes d'Éthiopie en 1962, Crocodiles du Soudan à domicile en 1970, les Diables Rouges du Congo en 1972 au Cameroun, les Lions de l'Atlas du Maroc en 1976 en Égypte, Bafana Bafana d'Afrique du Sud en 1996, Aigle de Carthage de Tunisie en 2004 et Chipolo Polo de Zambie, victorieux en 2012 de la 2e CAN co-organisée Gabon-Guinée équatoriale. De même, la Coupe d'Afrique des Nations de football a révélé aux yeux de l'Afrique et du monde des joueurs d'exception, des talents à l'état pur, des génies du ballon rond, des esthètes du beau jeu, des artistes surdoués, des entraîneurs charismatiques et fins tacticiens. Bref, le public sportif africain et mondial aura tout vu. La panthère malienne Salif Keita, premier ballon d'or africain en 1970. Le pharaon serial buteur Osama Hassan. La marque déposée du Fennec Rabat Majer. La grande classe Aziz Bouderbala, le lion de l'Atlas. Le bourreau des défenses Laurent Pokou. Le lion indompté Roger Mila. Le Pelé africain Abedi Ayou. Le Maradona des tropiques Augustine Djedje Okocha. L'araignée noire et seul gardien de but, double ballon d'or africain Thomas Kono. Joseph-Antoine Bell, le dernier rempart africain du siècle. Patrick Mboma, le coup de patte magique. Samuel Eto'o, le sommet des buts de la CAN. Et quadruple ballon d'or africain. La liste de ces footballeurs de légende est bien longue. L'histoire de la CAN s'est aussi écrite avec le concours des hommes à poigne à la tête du football africain. Les Égyptiens Abdelaziz Abdallah Salem, Abdelaziz Mostafa, le Soudanais Abdel Ali Mohamed, l'Éthiopien Idne Kachute Seba, l'empereur révolutionnaire du foot Issa Hayatou, Ahmad Ahmad, et l'espoir de tout un continent, le Sud-Africain Patrice Motsepe, soit 8 présidents en 65 ans d'existence de la Confédération africaine de football. L'histoire de la CAN, ce sont surtout des souvenirs, des records, des exploits, des anecdotes, mais aussi des scandales. Le foot au service de la politique politicienne. Les racistes blancs d'Afrique du Sud l'ont utilisé. L'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, Mobutu Sese Seko du Zaïre, Kwame Nkrumah du Ghana. Tous se sont bien servis du foot, comme opium du peuple, soit pour accroître leur notoriété, mais surtout comme moyen d'affranchissement, de ralliement et d'affirmation de la fierté et la liberté de tout un continent. À 6 mois donc du coup d'envoi de la 33e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, du moins glissé de la terre camerounaise en 2019,
Equinox Télévision vient vous faire vivre pour certains et vivre pour d'autres. Plus de 70 ans de vie d'un sport qui a transformé tout un continent, lui donnant même une place de choix dans le concert des grands événements sportifs planétaires. Cannes Cameroun 2021, c'est donc parti pour le compte à rebours d'une compétition non-stop jusqu'au 6 février 2022. Un rendez-vous quotidien à ne point manquer, sous aucun prétexte, sur les antennes d'Equinox Télévision. Balle au centre, que le match commence. Amana, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in the second segment of information in the English language. We begin with the rains, the coming of the rains that has exposed the poor construction of some streets in the town of Buea in Buea subdivision, Faku division of the southwest region of Cameroon. The traditional ruler of Buitingi, a village in Buea subdivision, is calling on the government to come to the rescue of the people of the area concerned. He was speaking recently while campaigning or championing the campaign to fill some potholes in Buitingi village and the rest of Buea subdivision. He blames the many potholes in Buea to what he says is the absence of adequate drainage systems within the town of Buea. Derek Jato tells us more from Buea. The sleepy nature of the town of Buea, the coming of the wet season, and the construction of some streets without making provisions for drainage patterns has encouraged runoff to erode even the tar. Call on the authorities to, that be, they should assist us, maybe even doing the drainage system. For the meantime, it will be worse if we don't sit up. And the Buitingi Boba Bunakanda Buea town stretch of road is one of the many paying the price for poor construction. It is Monday, the 31st day of May 2021, and Chief David Ewome Mokosa, the traditional ruler of Buitingi village, has mobilized his subjects to contribute their own quota. Today, we are taking up a very important exercise. That's the mending of the potholes. The stretch of road from the stadium to Bunakanda. Today, we have concentrated in between Buitingi and Butewa. They have carried out their own contributions, which is only limited at the level of manual work, but that is not enough. We are trying to appeal on the authorities, that be, especially the Buea Council, to assist us with a bulldozer, because today we have done just manual work. We need a bulldozer that can help us to create some gutter so that the little gravel that we have spread on the road may last and save us for some time. Some of the bigger names in Cameroon comes from here. The only message I have for our PM, former PM, is that we are crying and asking him to come to our rescue. Let him come and help us. This road is very important to the community of this village. Let him come and help us so that we can have a good road that can lead checkpoint to Buea town. And as the rains get intense, it is the wish of these Buitingi villagers in Buea subdivision to see that this road is given the expected attention. And just like the people of Buitingi and Buea subdivision, those of the three divisions or subdivisions in Limbe are also crying the destructive effects of the rains accompanied by strong winds yesterday. The Southwest Regional Governor Bernard Okalia Bilai on his part was in Limbe yesterday to assess the damages caused by the heavy rains accompanied by wild winds that battered the city, bringing down some rooftops, including that of the senior divisional office of the FACO, private homes and trees, blocking circulation within several parts of the city of Limbe. The governor Bernard Okalia Bilai, while on the scene, assured the population of the FACO division that services under the senior divisional office shall be relocated to continue functioning while an evaluation team goes to work immediately. Listen to Bernard Okalia Bilai, who spoke to Davidson Maimo in Limbe yesterday. The wind this day blew off the roof of the SDO's office and many other buildings in town. So we came to assess the situation and we gave instruction
to regional delegate in charge of constructions to evaluate the situation, to make an estimate if we can repair the roof or if it is to go for another building. You know that this is a colonial building. Most of the parts of the building are already rotten beside the sea because of the corrosion. So there are many aspects of this building to examine. And in town, we agree with the mayor that he go around and see how to remove the trees that fall on the road. It is a natural disaster. It is not what you may think. But while waiting, we will relocate the services in a building here around. So the public should be reassured that they will not suffer, they will not lack the services to be delivered by the SDO's office. That was Bernard Okalia-Bilai, governor of the southwest region of Cameroon. And the heavy downpour accompanied by strong winds did not leave the city of Douala. It also left the city with enormous material damage and destruction, mainly in the Douala 1 subdivision. From the Bonapriso to the Bonanjo neighborhoods of the Douala 1 subdivision, trees were brought down on major stretches, blocking circulation. One of the areas highly affected was the premises of the company in charge of water distribution in the Bonapriso neighborhoods of the city of Douala. And we leave Douala, Cameroon's economic capital city, up to the northwest region, where a 10-year-old son led protesters to the streets of Nkwen in the Bamenda 3 subdivision after his father, shot by gunmen, died in the hospital. He and other inhabitants of Nkwen say they are suffering a lot and their rights are being violated, lives lost within the context of the armed conflicts rocking the Anglophone northwest and southwest regions of Cameroon. Details with Immaculate Fogwe in the following report. A peaceful protest march led by 10-year-old boy ongoing in Nkwen, Bamenda 3 subdivision, northwest region. They are protesting against the activities of separatist fighters in their land. The protest sparked off following the news of the death of Pa Atang at the Bamenda General Hospital on Saturday. According to the protesters, Pa Atang was shot by separatist fighters in Bifi Quarter in Nkwen on Wednesday after being accused of allegedly criticizing the activities of separatist fighters in his bar. Protest championed by Pa Atang's 10-year-old son, who was holding his father's picture, was closely observed by state security. The angry youths marched from Nkwen to Foya and Bafut, expressing their discontentment. According to the protesters, another protest will be held in the days ahead, but this time around with the corpse of Pa Atang before he is buried. One of the aspects are contribute to advance as one of the major causes of the crisis rocking the northwest and southwest regions of Cameroon was developmental, and one of such aspects is the road. Ni John Froon, the national chairman of the Social Democratic Front, regrets that the road linking Babaju, that is the west region, to the northwest regional chieftain of Bamenda remains a major problem, even when it is said that insecurity is the cause as to why the road project has not been completed this far. Nijon Fundi says the road was there even before the start of the Anglophone crisis, but was completely neglected by the government of Cameroon. Nijon Fundi was speaking to Babla Jonathan on the inside. Just leaving Bamenda to Babaju, which is walking distance. When we were young, we used to trek across to Babaju Market to buy bonbons to come sell in Santa. Today, it's easier for people to leave Santa by on foot to Babaju and come back than going by cars.
And it's on the heels of this that we had to call on people not to pay the toll gate at Santa. And thank God that the governor of the Northwest saw with us and also supported what we did, and the toll gates takings in Santa were stopped. Otherwise, you cannot leave Yaoundé coming to Bamenda, sometimes either with a corpse or with a sick person. You come and sleep again in Babaju. Or you leave Bamenda, you are coming to Yaoundé here, or going to Douala or anywhere in the southwest or wherever. Just from Santa, you come again, sleep in Babaju. This showed the mismanagement of the toll gates. The SDF's idea, the toll gates was a program of the SDF, which we called that roads should be built, toll gates put. The monies collected from the toll gates should be used in maintaining the roads. But instead they use these monies, people have embezzled, it's gone in different directions. The insecurities might have contributed. They might have contributed, which is true, they contributed. But if they had finished the road when it was scheduled, the insecurities couldn't have met it. Because when they were almost finishing the road, they stopped it halfway and got the money to finish the Kribi deep sea port. And because of that, the insecurities heightened and things degenerated up to where we are now. But if the monies were used for the purposes for which they were meant, I think we'll not be going through the nightmare we're going through now. The images used on that extract are images of the state of the road linking the northwest region to the rest of Cameroon, the road that has been on a sing-song that is on media platforms since. We shall be coming back to it on subsequent editions of Information on Equinox Radio and Television. Ladies and gentlemen, we thank you for your keen attention. Meet Nadine Yambo and I tomorrow at 7 a.m. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fami Armstrong Sanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.